Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans une petite vidéo pour ce dimanche, dans laquelle je vais repasser sur pas mal de points, un petit peu plus de fond. Déjà, revenir sur tous les résultats, les secteurs que j'ai surveillés, les mouvements qui m'ont intéressé, les secteurs sur lesquels je suis encore un petit peu patient. On va parler aussi d'entreprises qui sont clairement massacrés pour des raisons que je comprends pas, et d'autres qui peuvent être un peu chers et sur lesquels je suis patient. Donc voilà, débriefer un petit peu de la saison qui quand même globalement a été excellente, on va le voir, avec de la donnée, les PEG ratio, les surprises qu'on a eues sur notamment les chiffres d'affaires. Et en deuxième partie de vidéo, je voudrais reparler du double mandat de la Fed, ressortir le dot plot, les documents financiers officiels des réunions du FOMC, parler du 5-year break-even inflation rate, etc. Donc une vidéo assez fondamentale à écouter, peut-être en mode podcast si vous le voulez, je vais beaucoup parler, vous partager un petit peu mes notes. Et voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit qu'un cas de conseil en investissement. Et aussi pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté sans engagement, n'hésitez pas. C'est l'endroit où je poste au quotidien, soit des posts écrits, soit des vidéos plusieurs fois par semaine, où je vous partage un petit peu ma vision des choses, mon état d'esprit, et aussi, surtout, où on peut échanger entre investisseurs, partager nos analyses, débattre, et ça vous permet de découvrir le travail au-delà de YouTube, sans engagement, ce qui fait que si au bout d'un mois ça vous convient, vous pouvez rester, dans le cas contraire vous pouvez sortir, rentrer plus tard. Donc ça permet de découvrir du travail en plus et soutenir la chaîne sans trop de friction ou de risque. Et c'est pour ça que je me permets aussi souvent d'en parler, surtout que les retours et la dynamique dedans fait plaisir. Alors, on est parti, les résultats. Déjà, le secteur intelligence artificielle, logiciel, les hyperscalers, donc tout ce qui est location de serveurs, etc. pour les calculs, les inference. Les baisses, il y en a certaines qui, avant la saison et même pendant la saison, j'ai trouvé un petit peu abusées. Par exemple, Meta notamment. Déjà, je voulais dire, c'est quoi le rapport avec l'intelligence artificielle et qu'elle a été emmenée dans tout ce mouvement de baisse sur les logiciels, sur ils vont investir, ils vont pas être rentables. C'est vrai que quand on regarde le business, il y a quand même pas mal de publicité, de l'effet de réseau. Alors oui, ils investissent en intelligence artificielle, oui, il y a eu ce qui s'est passé sur le métaverse, mais ça reste une boîte qui s'est quand même faite massacrer et les valos sont basses. Et pareil sur Microsoft, alors là, elle est un peu remontée, mais en fait, je comprends pas pourquoi un Google qui, alors certes c'est différent quand même de Microsoft, il y a les revenus publicitaires chez l'un, chez l'autre c'est plus du logiciel, ça peut expliquer que ce soit fait massacrer, mais on est quand même sur deux entreprises qui ont une grosse partie du chiffre d'affaires sur les serveurs, les entreprises disent qu'elles n'arrivent pas à répondre à la demande, qu'il y a trop de demandes, Amazon aussi, et je suis toujours surpris par le marché qui parfois est en fait perdu. Et c'est un peu la conclusion que j'ai eue de ces résultats, c'est que vous avez des résultats qui parfois se ressemblent beaucoup, avec des mouvements complètement inverses. C'est au final l'offre et la demande sur le marché. Et c'est ce que je vous dis ici, par exemple, un Google et un Apple, en ce moment, elles sont chères. Alors qu'en 2023-2024, c'était pas le cas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de peur sur l'intelligence artificielle sur Google, alors que c'était toute l'histoire de 2023, quand je l'achetais à 100$, et on était beaucoup à l'acheter, et ils allaient se faire tuer par OpenAI et ChatGPT, et aujourd'hui, ils sont pratiquement sur les plus hauts, clairement trop chers, et en face de ça, vous avez un Meta et un Microsoft qui se font massacrer. Des fois, faut juste pas chercher à comprendre. Je vais le sourire ce dimanche, ça me fait plaisir de faire cette vidéo et d'en parler tout simplement parce que du moment qu'on paye au bon prix, les entreprises, on en reparle dans 5 ans et plus. Et moi, quand j'écoute les appels, et j'ai écouté beaucoup d'appels cette saison, je vois pas, enfin comme toutes les saisons d'ailleurs, je vois pas trop le doute dans les dirigeants, dans ce qu'ils disent. En fait, ils ont tous le même discours, la demande est énorme, ils n'arrivent pas à y répondre. On regardait encore cette semaine ensemble les résultats de Nebius. La demande est tellement forte que les clients prépayent la livraison avant même qu'elle ait lieu sur la puissance de calcul sur les serveurs qui s'ouvrent de partout dans plusieurs continents. Ils mettent le cash sur la table pour être sûr d'en avoir. Alors, évidemment, un jour ça s'arrêtera et on va en reparler. Un jour on va s'en prendre une. Mais pour l'instant, je le vois pas et j'ai pas envie de parier contre le marché depuis toutes ces années où je suis sur YouTube et même avant où j'avais commencé. Mais bon, avant YouTube, c'est pas forcément traçable et c'est d'ailleurs pour ça que j'adorais faire des vidéos parce qu'on voit toute l'évolution dans le temps. Bref, autre secteur qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, la santé et aussi du coup les assurances auxquelles je me suis intéressé parce qu'il y a eu des massacres sur les valorisations. Les peurs se dissipent un peu. Rappelez-vous du début d'année sur Oscar et sur IMSS et même sur UNH. Alors UNH j'ai pas acheté, il y en a certains qui ont acheté, on était sous mon prix cible mais j'étais déjà très très occupé
à acheter du IMS et du Oscar, et d'ailleurs ça je voulais en reparler, c'est pas parce que j'ai des actions sous mon prix cible que je vais toutes les acheter, il y a un moment je peux pas tout rentrer en portefeuille, j'ai des favorites, mais ça m'empêche pas quand même de partager les prix cibles, et puis certains parmi vous sont rentrés par exemple récemment sur du Microsoft, et on était au prix cible, c'est juste que j'ai pas acheté du Microsoft, parce que moi je l'ai acheté en mars 2020, et j'en ai assez. Et ouais, Oscar sur les assurances, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je garderai un quart de ma position, je vais vendre les trois quarts, j'ai des calls dessus, IMS je conserve, et globalement le secteur, ça y est, les peurs commencent à se dissiper, mais ça pourrait revenir, tout simplement parce que c'est un secteur qui est en changement. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce qui s'est passé avec le ACA, le fait que quand on essaie de réguler un marché, forcément vous avez des personnes qui essaient d'agir pour contourner, ou plutôt qui essaient de rendre le marché à nouveau libre et non plus contrôlé. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses de l'économie. Personnellement, je pense que les marchés libres, il vaut mieux du coup les laisser libres, sinon on crée des problèmes. C'est ce qui s'est passé avec le ACA, j'en ai déjà parlé, où ils ont voulu réguler la rentabilité notamment des assurances, ce qui crée des énormes biais pour monter le prix des assurances, puisque il y a un moment, si on peut pas monter les marges, si on peut pas gagner plus, on va monter les prix pour augmenter le chiffre d'affaires, ça reste des entreprises cotées. Et voilà, secteur que j'aime beaucoup, que je continuerai à suivre, que je pense à un grand changement, et je suis content de posséder des entreprises dessus, et les résultats étaient franchement, globalement bons. J'ai encore, on avait regardé là, les résultats de IMS en vidéo, et je vous en avais fait aussi une vidéo de préparation, très bon résultat pour moi. Je continue un autre secteur qui me plaît, c'est le luxe. Lui, il n'est pas forcément sorti de l'auberge, mais ça va mieux. Je lisais encore récemment et je voyais passer des informations sur le fait que le consommateur va toujours pas si bien que ça en Asie, notamment en Chine. Moi j'en parlais dès 2018, je l'avais vécu sur place, et ce qui s'est passé, vous regarderez au niveau notamment de l'immobilier, forcément quand vous prenez ça de plein fouet et que vous êtes un particulier, derrière vous serrez peut-être la ceinture, surtout que ça fait aussi des gros problèmes sur l'agilité, que si vous êtes bloqué dans des biens, que vous pouvez pas rembourser le prêt puisque y a des énormes décotes, vous vous retrouvez à avoir peut-être moins d'agilité au travail, si vous perdez un emploi, vous pouvez pas forcément vous déplacer pour aller le chercher ailleurs, etc. Et on sait que le consommateur va mal là-bas, on a même eu des signaux de déflation, on a même eu des publications officielles de déflation sur certains mois, et ils l'ont exporté massivement, on le sait, et je pense que c'est pas fini. Par contre, sur le long terme, j'aime beaucoup le secteur du luxe, et des fois, faut pas oublier que la bourse peut anticiper. Par exemple, du LVMH que j'ai en portefeuille, j'ai pas pu en racheter à mon prix cible, elle a pas baissé autant depuis. Peut-être en fait le marché est en train d'anticiper que dans 6 mois, dans un an, le chiffre d'affaires va repartir. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois, LVMH sur ces niveaux de prix, si quelqu'un veut rentrer dessus, je suis plus sur une valo qui me choque. D'ailleurs, en parlant de valo qui me choque pas, même dans la santé, je n'ai pas mis Novo Nordisk. Mais pareil, il y a un moment, faut pas abuser quand vous avez une belle boîte et que le marché n'en veut pas, ou qu'on est prêt à vous la vendre à un certain prix, vous y allez. Mais secteur à surveiller, le luxe. On n'est peut-être pas sorti de l'auberge, à mon avis, sur le court terme, notamment à cause de l'Asie. Je continue globalement sur tous les capex, donc tout ce qui est investissement dans des bâtiments, des infrastructures, de la production d'énergie, etc. Je regardais SU, donc Schneider Electric, bravo. Et les résultats sont plutôt bons, notamment sur tout ce qui est passage de puissance et aussi passage de données. Vous avez aussi Nvidia, une des rares capables de billets qu'on attend la semaine prochaine. On aura aussi dans la consommation Walmart. Et à suivre, mais je m'attends à des très bons résultats sur Nvidia, comme on l'a eu d'ailleurs dans les capex et les infrastructures, et encore une fois, ce qui touche au monde physique, comme je l'ai écrit ici, qui est un secteur que j'aime beaucoup, ASML aussi. La demande est énorme, les résultats sont bluffants, la demande est bluffante. On regardait ensemble, c'était jeudi, les résultats de Nebus, que je vous le disais avant aussi, il y a tellement de demandes qu'ils font des acomptes sur les commandes pour qu'ils puissent monter les serveurs le plus vite possible et puis aussi réserver la demande. Et c'est un peu la course à l'électricité, à aller chercher les contrats dans tous les pays, tous les continents qui veulent bien, parce que la demande est forte. Donc secteur que j'aime beaucoup. Attention, il peut y avoir des valorisations un peu chères, quoique on peut encore trouver au cas par cas. Même à Nvidia, c'est au-delà de mon prix cible, mais c'est pas 3 fois trop cher. À l'inverse, par exemple, un Airbus, je vais partager mon prix cible dans la vidéo, je crois que je dis, en tout cas, voilà, c'est sous les $100. Là, effectivement, à plus de 200, elle s'est un peu emballée, pareil sur ASML. Mais bon, je conserve. Bref, très belle saison des résultats, et ça se voit dans les chiffres, et ça se voit dans les hausses en bourse, et je vous en parle un petit peu maintenant du coup. On est globalement en plus haut historique, prenez la majorité des indices, S&P 500, CAC 40, Nasdaq, etc. On est pas loin, ça peut baisser un peu une journée ou l'autre, mais ça va.
les résultats battent les prévisions des analystes de façon assez impressionnante. Je vous en avais déjà parlé la semaine d'avant, et même là, vous prenez un graphique de Yardeni, les surprises en pourcentage sur les revenus, net revenus, donc des entreprises au S&P 500. Alors c'est en date du 5 août, donc il manque une semaine de publication, mais on n'est pas loin de 4% de surprise, ce qui historiquement n'arrive pas si souvent que ça, regardez, depuis la 2008 globalement. Donc très très bon résultat, très bonne surprise par rapport à ce que pensaient les analystes, on fait mieux que prévu. Et ça se voit aussi dans le PEG ratio. Et dans le cas là, c'est écrit en dessous dans la légende, c'est le consensus attendu de croissance annuelle forward sur 5 years, donc 5 ans. Et globalement, regardez le graphique, ça s'est écroulé. Et pourtant, le S&P 500 est pas loin des plus hauts. Donc, on est en train de prévoir beaucoup de croissance chez les analystes. Est-ce que ça aura lieu ou pas ? Ils peuvent se tromper. Il n'empêche que quand je vous avais aussi montré le graphique de FactSet, on est quand même sur des bénéfices par action. Alors là, c'est dommage, je ne l'ai pas ouvert pour cette vidéo, mais on est sur des bénéfices par action qui sont en train d'exploser. Et en plus, les croissances accélèrent, on le voit. Combien de temps ça durera, ça on va en reparler, on s'en prendra une un jour, c'est ce que je vous dis ici. Mais c'est très compliqué pour moi de parier contre ce marché haussier. On s'en prendra une un jour. On va se prendre un 2022 avec les bénéfices par action qui baissent parce qu'on a une récession, parce que les entreprises arrêtent de dépenser, ils coupent les budgets, il y a des licenciements et tout. Ça arrivera un jour, une récession, ou un ralentissement économique, ou tout simplement les entreprises qui coupent le budget parce que elles ont envie de moins dépenser, parce qu'elles peuvent avoir une peur macro, etc. Mais en attendant, je reste investi parce que je vous ai déjà montré les graphiques des études de JP Morgan sur la violence des marchés haussiers contre les marchés baissiers. C'est compliqué de parier contre. Maintenant, par exemple, un point d'attention que je trouvais intéressant, j'en parlais l'autre jour, dans un an, on va se comparer à des trimestres qui sont en train d'être très bons. Donc un narratif que je pourrais voir venir dans 9 mois à 1 an, c'est les croissances ralentissent. Parce que peut-être qu'on va pas non plus... Encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Un jour, on s'en prendra une. Et donc c'est possible qu'on arrive à des taux de croissance qui ralentissent un peu plus. Et aussi, du coup, peut-être des valorisations qui compresseront, parce qu'en ce moment, il y a des boîtes qu'on ne peut pas acheter. Et c'est ok, moi, je peux ne pas acheter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ne pas se dire... Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour parler du FOMO, de la peur de rater le train. C'est pas parce qu'en ce moment, il y a plein de boîtes qui sont trop chères. Je vous citais juste avant, je sais pas, un Google ou un Apple qui est trop cher. Ouais, mais peut-être que dans 1 an, ce sera pas le cas. Ayons un petit peu, en tout cas, je me parle à moi-même, d'Orient, et un horizon de temps assez long. Et un jour, on se prendra un crack. Et ce jour-là, je serai prêt pour acheter. On a déjà passé plusieurs ensemble sur la chaîne, des grosses baisses, et ce sera un plaisir d'être là pour acheter. Pour moi, il est important d'être exigeant sur les achats en ce moment. Ne pas hésiter à remonter tranquillement ses niveaux de cash. Je l'avais fait pas mal en début d'année, ensuite j'ai bien déployé février, mars, avril. Là, je remonte en ce moment, tranquillement. Il y a toujours des achats, encore récemment. Je vous en partageais, j'avais racheté du Oscar, j'avais racheté du IMS, j'ai racheté du Amazon récemment, etc. Du Nebu, j'en ai parlé, c'était début d'année. Et puis il y a des boîtes que j'achète pas parce que, par exemple, je les ai déjà. On peut penser à Microsoft, mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Voilà, encore une fois, on trouve toujours. Mais c'est pas en mode on trouve, c'est l'euphorie. Et je vous ai dit là ce dimanche, je vous raconte ma vie. C'est pas en mode on trouve, c'est l'euphorie. Moi, mon sentiment actuel, c'est plus en mode la situation, elle est assez confortable. Il y a plein d'événements qui arrivent, notamment Jackson Hole. Ça c'est le 27 au 29, et souvent le président de la Banque centrale américaine prend la parole. C'est où tous les banquiers se réunissent, la réunion toujours fin août. Ensuite, vous aurez novembre, fin octobre, début novembre, les élections de mi-mandat. Et on se prendra aussi 15-16 septembre et 27-28 octobre, les réunions de la Banque centrale. Donc franchement, c'est un mois d'août qui n'est pas désagréable, on n'est pas loin des plus hauts. Il y a eu beaucoup de volatilité sur les résultats, et tant mieux parce que ça ouvre des opportunités, et on continue le travail comme ça, et j'ai hâte de faire le bilan dans quelques années, comme on le fait au fur et à mesure depuis que la chaîne existe. Ok, maintenant on passe rapidement sur la Fed et son double mandat, et cette vidéo sera plus longue que prévu, je me rends compte que je suis en train de beaucoup parler, mais c'est pas grave. Les chiffres de l'inflation sont sortis, je vous en parlais jeudi, et on avait parlé aussi du pétrole. S'il se met à dévisser, ça va clairement faire chuter l'inflation par rapport au core inflation. Dans les deux cas, par rapport à 2022, les problèmes sont à peu près réglés, et la Banque centrale le sait et elle en parle, et même le président a dit que pour lui,
il attendait plus de données, des données plus fiables, moins des données dans le temps qu'on remet à jour en permanence. Ils travaillent là-dessus avec leur task force. Et de toute façon, globalement, la tendance, là, elle est claire depuis mai. Oui, on a eu un pic d'inflation avec le pétrole, mais l'inflation, core inflation, sans l'énergie et l'électricité, on est sur une tendance qui est bonne. On est à 2,5. Le PCI, il est aussi dans la même tendance, globalement, pour la Banque centrale, ça va, parce que, faut pas oublier, et là je vous fais une réflexion ouverte, et pourquoi j'en parle d'ailleurs, parce que don't bet against the Fed, la Fed elle peut vous faire une récession si elle veut en claquant des doigts, et à un moment vous avez le risk-free rate, et si les taux d'intérêt sont hyper élevés, pourquoi aller sur des actions si vous pouvez toucher des super rendements sur l'oblig, et de façon générale aussi les entreprises arrêtent d'investir, l'immobilier peut cracher, etc. Bref, la Banque centrale américaine c'est surpuissant. Et je réfléchis beaucoup à ce qu'ils font, parce que ils ont un double mandat. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, un peu plus en détail. Déjà, si on prend le 5-year break-even inflation rate, le 5 years break-even inflation rate, pardon, j'ai parlé trop vite, c'est l'anticipation de l'inflation dans 5 ans par les marchés obligataires, en gros, vous avez la définition en bas. Si on regarde, ils nous voient dans 5 ans, allez, à 2% d'inflation, 2,2, 2,3. En gros, les marchés sont en train de dire l'inflation, c'est un problème pour l'instant qui est réglé, alors que regardez, ils nous mettaient à presque 3, encore récemment ici, avril-mai 2026. Donc voilà, ils sont rassurés là-dessus. Si vous prenez le CME Fed Watch Tool, donc les probabilités de baisse ou de hausse des taux, ou de maintien de taux d'ailleurs par le marché, si je nous cale au 7 septembre, vous voyez que là, il y a encore quelques semaines, on était sur du plus de 50% de chance d'une hausse des taux, on est à 3,50, 3,75 en ce moment, donc là c'est en vert. Et ça y est, finalement, le marché s'est un peu calmé, il y a eu les chiffres de l'emploi qui montrent ça tient, mais il y a eu quand même des pertes d'emploi et des révisions à la baisse, donc c'est pas si parfait que ça, et la Banque centrale américaine a le double mandat, certes l'inflation, mais aussi l'emploi, l'état globalement de l'économie. Et vous avez maintenant le marché qui revient peut-être un petit peu, en tout cas ma vision des choses à la raison, que globalement, peut-être qu'en septembre, on va juste rien faire. Et c'est un peu mon opinion que je vous ai déjà partagée, et si je vais un peu plus loin en octobre, pour l'instant le marché il est en train de nous mettre sur une hausse des taux, plus qu'un maintien des taux, et personnellement j'en suis pas convaincu. J'essaie pas forcément de deviner, mais j'essaie quand même de voir la tendance, parce que si j'étais convaincu qu'on va se prendre des hausses des taux massives, comme c'était le cas fin 2021, début 2022, rappelez-vous, j'avais parlé notamment du fait que si on remontait les taux, les boîtes à free cash flow négatif auraient du mal à se financer, et j'en avais enlevé pas mal, etc., parce que ça allait arriver, on voyait l'inflation venir, enfin bref, vous avez les vidéos de l'époque, ça date, mais elles sont toujours là. Là, je le vois moins, donc je suis plutôt rassuré, parce qu'en fait, quand je vois l'inflation qui est réglée, le marché, il est un peu perdu, il pense à une hausse des taux, mais c'est pas sûr. Le unemployment rate, il est ok, mais on est quand même sur des niveaux assez élevés historiquement. Si je vous montre, je l'ai dit plusieurs fois, on est revenu sur des niveaux quand même qui datent de 2017, on les a touchés à un moment à 4.3, vous l'avez ici, 4.3, 4.4 même, fin de l'année dernière. Et quand vous allez sur les documents officiels de la Fed, que je vais vous ouvrir ici, donc le projection material de juin, il est là, on va aller le lire ensemble. C'est une vidéo à la cool, j'espère que ça vous intéresse et vous avez pris au popcorn. Globalement, vous voyez les projections ici, March projection, vous êtes à peu près sur du unemployment rate autour des 4,2 2028. Au niveau du PCI, ils sont à 2 en 2028, actuellement 2,7, 2,2 l'année prochaine. On est ici sur les médianes à chaque fois, et vous voyez, bon, évidemment, la cible long terme, elle est de 2% sur l'inflation, on le sait, là c'est le PCI. Et même sur les taux, vous voyez, il nous prévoit plutôt des baisses, 27, 28. Et si je vous emmène sur le dot plot, cette année, on a, en tout cas au dernier document qu'on a le 17 juin, toujours la majorité des membres qui sont sur un maintien, donc statu quo. Il y en a quand même qui votent pour une hausse, on verra si ça se calme, et sur le long terme, on est sur une légère tendance baissière, mais on est sur des taux qui restent quand même globalement autour des 3. Et franchement, ce scénario, c'est ça dont je voulais reparler, d'un léger retour de baisse des taux sans une baisse violente, c'est un scénario qui est plutôt cohérent et qui ne me gêne pas du tout. On voit bien que ça n'empêche pas les entreprises d'investir quand même.
C'est vrai que ça pose des problèmes sur l'immobilier, et d'ailleurs, il en a parlé, le président de la Banque Centrale Américaine, dans la dernière réunion, si vous l'avez écouté. Et c'est ce que je dis pour finir cette vidéo, il est peut-être urgent de rien faire pour eux, et c'est peut-être ce qui va se passer, et franchement, moi ça me déplairait pas qu'on ait un statu quo, qu'en plus si on se prend un statu quo sur la politique, si on vient à avoir un changement au niveau des ratios de force sur la politique américaine après les élections, et qu'on a, entre guillemets, pendant 2 ans, tout qui est bloqué, c'est plutôt positif s'il n'y a pas beaucoup de décisions ou de choses qui sont votées. Et moi, j'aime beaucoup cette situation. Et je voulais vous partager un petit peu ce positif, parce qu'en fait, on vient de se prendre une saison quand même volatile, hein. Vous avez vu des mouvements violents, ce qui me vient à l'esprit, même je sais pas, un Microsoft, un Meta, un Google qui est parti sur les 400, qui a corrigé, qui repart, plein de boîtes qui ont bougé fortement, je vous parle même pas des logiciels, et faut regarder des boîtes sur l'intelligence artificielle comme Nebus, etc., la volatilité. Donc ouais, on est volatile, mais on est sur les plus hauts. Économiquement, les résultats sont excellents, les entreprises gagnent de l'argent. Un jour, on va s'en prendre une. En attendant, moi je reste investi surtout, parce que je ne vais pas m'amuser à timer le marché si on a encore 2 ans de marché haussier. Ah, c'est peut-être pas le cas, mais si on se prend encore 2 ans de marché haussier, je vais être dedans. Et tranquille, on remonte les niveaux de cash, on fait les achats, les analyses, et franchement, je voulais vous partager j'espère que ça se ressent, cette bonne humeur, parce que c'est pour l'instant 2026 une très belle année en bourse. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.